pour poursuivre, on va maintenant parler des sujets d'égalité et de parité pour ce qui est du numérique. Et pour ce faire, je vous prie d'accueillir sur scène l'animateur de cette table ronde, M. Fabien Clerc, qui est directeur de la rédaction de Nous Ankarache. Fabien, c'est à vous. S'il vous plaît, merci. Oui, merci à vous, sans transition. Alors écoutez, c'est une suite formidable de ce qu'on vient de voir, l'étude très intéressante de nos amis de Centrale. On retient des mots sur lesquels on reviendra, les métiers genrés, syndrome de l'imposteur, les attentes de métiers à impact, le jeu de sensibiliser en amont. Pour démarrer notre table ronde, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants. Je vous laisse vous installer. Catherine Chilansky, DRH France-Luxembourg, Belgique, d'Amazon Store. Romain Soubéran, cher Romain, vous n'êtes pas loin. Vous êtes le directeur de Centrale Supélec depuis 5 ans, après avoir dirigé l'INPI et un petit peu plus tôt l'école des mines pendant 5 ans. Je vous présente également Simone de Oliveira, qui est la directrice générale adjointe, avec des fans, en charge de l'efficacité opérationnelle et des systèmes d'information de la BRED. Je vous laisse vous installer. Alors, est-ce qu'on est paritaire? Ah, on est quand même, heureusement, chère Sophie, vous êtes au milieu des hommes. Anne Farah, vous êtes la DRH en charge de la transformation digitale et de l'expérience employée chez Safran. Vous êtes en fait la DRH de la filière SI du groupe, après une formation, on le note, une formation en marketing. Safran, 83 000 salariés dans le monde, 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sophie, chère Sophie Maillard, vous êtes la responsable du pôle sciences des données à l'inspection générale des finances, une équipe mise en place il y a à peu près 4 ans à la DGF pour travailler l'énorme masse de données afin d'accompagner la DGF dans son travail d'alimentation du gouvernement, de l'État, dans le pilotage des finances publiques. Arnaud Demez, vous êtes le directeur général de l'entité en charge du développement applicatif chez Capgemini. Vous êtes également le dirigeant du groupe en charge du sujet de la diversité depuis le début d'année 2022. Bon, Capgemini, c'est 340 000 salariés dans le monde, d'ailleurs dont près de la moitié, près de 200 000 en offshore, donc de collaborateurs lointains. Alors, avant de démarrer vraiment sur ces retours d'expérience, puisqu'on va voir au regard des interrogations et des enjeux que l'on vient d'exprimer dans l'enquête, on va regarder ce qui se passe de façon opérationnelle dans des entreprises qui sont toutes ici engagées, dans des organisations qui sont toutes engagées sur le sujet. Je crois qu'on a un petit mot en vidéo de Caroline de Grandmaison de CGI, qui est la présidente France et Luxembourg du groupe CGI. Bonjour Anne, bonjour Théo. Bonjour Caroline. Ravi que vous soyez là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Caroline de Grandmaison, présidente de CGI France et Luxembourg. CGI est une entreprise de services numériques, une entreprise canadienne, 90 000 personnes dans le monde, 14 000 personnes en France. La parité dans nos secteurs du numérique, de l'informatique est un sujet majeur. D'abord parce que nous avons peu de femmes dans nos secteurs et puis parce que je suis persuadée que la parité apporte énormément de richesse dans les entreprises. Pour traiter ce sujet-là aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être accompagnée de Ambre et Théo, qui sont de très jeunes collaborateurs chez CGI. Bonjour Ambre et Théo, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Ambre Lipuma, j'ai 22 ans. Je suis actuellement étudiante en Master Marketing et Stratégie à l'Université Paris-Dauphine. Et puis en parallèle, je suis également alternante chez CGI Business Consulting, où je suis consultante sur des sujets exclusivement luxe et retail. Merci Ambre. Théo? Bonjour, je m'appelle Théo Tavio, je suis actuellement étudiant à Schema Business School en programme Grande École. Et en parallèle, je suis également alternant chez CGI Business Consulting de l'entité Trust qui traite des sujets de DSI. Et merci beaucoup d'avoir accepté de traiter ce sujet, de faire vos retours sur le sujet de la parité, qui est un sujet important aujourd'hui chez CGI. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le système éducatif, d'après vous, pour attirer plus de femmes dans le monde du numérique? Alors pour ma part, je pense que ce qui est déjà important, c'est d'inclure des matières qui sont plus numériques au sein des écoles, comme par exemple la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou la transformation digitale. Également avoir des visions peut-être un peu plus orientées métiers au sein du numérique, comme par exemple avec le marketing digital qui devrait être plus enseigné pour moi dans les écoles. Et pour terminer, le point le plus important selon moi est vraiment d'avoir une véritable communication
au sein des écoles de commerce, d'ingénieurs et des facs sur ce que sont les métiers du numérique et également expliquer aux étudiants les possibilités de carrière qu'il y a à travers les métiers du numérique en organisant par exemple des rencontres entre les entreprises du service numérique et les étudiants. Alors merci Théo, et je suis complètement d'accord avec toi, il faut vraiment que les entreprises de services numériques communiquent auprès des écoles. Je ne sais pas ce que tu en penses Ambre, mais comment on peut attirer encore plus les jeunes femmes dans nos métiers en allant voir les écoles? Alors oui, selon moi, ça passe en effet par une meilleure connaissance de nos métiers, une meilleure compréhension aussi de nos métiers, mais ça passe aussi beaucoup par une visibilité et une mise en avant beaucoup plus prononcée des modèles de réussite féminins dans ces secteurs. Enfin, notamment en études supérieures, on a de la chance d'avoir énormément d'intervenants professionnels, notamment dans les secteurs du numérique, mais ce sont quasiment que des hommes, donc ça n'en reste pas moins très enrichissant, très inspirant. Mais c'est vrai qu'en tant que jeune femme, on se sent très éloigné de ces intervenants. On n'arrive pas à se projeter en eux et en fait, on n'arrive pas tout simplement à se projeter dans leur carrière, leur parcours, etc. Donc pour moi, l'une des solutions, c'est de mettre en avant des profils féminins, de les inviter à parler de leur parcours, de les inviter à parler de leur expérience pour attirer les jeunes filles et puis surtout qu'elles envisagent ces carrières comme des possibilités. Et après, j'ai des questions sur notre approche ressources humaines. Des vraies questions que l'on se pose sur qu'est-ce qu'attendent nos jeunes et qu'est-ce qu'attendent les jeunes femmes d'une approche RH. Est-ce qu'elles attendent un épanouissement de carrière? Je ne sais pas, Théo, ta vision? Je pense qu'il est important que les entreprises investissent dans la formation continue, aussi bien au sein de l'entreprise avec des formations qui sont proposées par exemple aux employés sur les nouveaux métiers du numérique afin de les former, mais également, pourquoi pas, proposer des formations au sein des écoles pour essayer d'inclure les jeunes et les nouveaux diplômés le plus rapidement possible dans les services numériques. Merci beaucoup Théo. Et Ambre, je pense que tu as des choses à ajouter. Je suis assez d'accord avec ce que tu partages Théo, pour assurer un équilibre sur toute la chaîne de valeur dans le numérique. Il faut en fait ouvrir le recrutement, diversifier les profils. Certes, on a besoin aujourd'hui de profils qui ont été formés au numérique, mais on a aussi besoin de profils plus généralistes qui vont justement venir compléter ces profils numériques et qui viennent plus généralement d'écoles de management et d'universités. Si on a un appel à faire au gouvernement aujourd'hui, ce serait de dire allez-y, vous pouvez dans l'éducation créer beaucoup plus de formations numériques, mettre également une sensibilisation au numérique très tôt dans l'école, l'intelligence artificielle à nos métiers, expliquer nos métiers très tôt pour pouvoir vraiment créer des vocations et puis créer beaucoup plus de formations. Je vous remercie beaucoup, Ambre, Théo. Je vous dis à très bientôt et merci pour tous vos retours. Je laisse la parole maintenant au speaker de la table ronde numérique et nouveaux métiers et vous laisse échanger vos idées pour voir comment nous pouvons plus attirer les femmes dans le secteur du numérique. Merci. Ensemble, faisons bouger les lignes. Alors voilà un bon sujet. Les assises de la parité. Le numérique et les nouveaux métiers sont-ils une opportunité, le moyen de faire progresser la parité? Pour commencer, je me tourne vers vous, Simone. Je rappelle que vous êtes la directrice générale adjointe de la BRED. Donc la BRED, c'est une des banques populaires composantes du groupe BPCE. C'est quoi la situation en termes de parité aujourd'hui dans l'entreprise BRED? Alors, dans la banque, on n'a pas trop de problèmes pour l'instant de parité, puisqu'on est à 56% de femmes. Donc, dans l'autre sens, dans l'autre sens, donc on est, voilà, c'est plutôt sympathique. Maintenant, si on va sur mon cœur de métier, donc les systèmes d'information, là, évidemment, on chute un peu et on est quasi à entre 27 et 28%, ce qui est déjà pas mal, parce qu'ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Et on a bien progressé en 10 ans. Alors, ça a évolué. Donc, vous partiez en préparant, vous m'évoquiez le chiffre de 22% à l'origine. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour progresser? Qu'est-ce qui vous a permis d'avancer et de recruter, d'intégrer des femmes dans la filière informatique? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites auparavant. On a toujours mis en place beaucoup d'alternance. Oui. Et l'alternance reste effectivement un bon point d'entrée pour aller se faire connaître, parler de nous, parler de nos métiers. Ensuite, on a aussi la possibilité de montrer la diversité des métiers. Parce que les gens... alors moi, vous aviez dit mon parcours qui était un petit peu différent. Je ne suis pas sortie d'une école d'ingénieur. Ouais. Pour autant, je suis quand même DSI. Donc, tous les chemins peuvent mener à ce genre de poste. Les femmes sont intéressantes sur plein d'autres métiers qui existent, mais qui ne sont pas assez connus. On parle souvent chez nous de business analyst, la data, effectivement, aujourd'hui attire les femmes, la cybersécurité. Donc, il faut vraiment aller
parler de ce qu'on fait Mhm. et du coup, ça donne plus envie aux femmes de venir travailler avec nous. Il n'y a pas besoin que d'écoles d'ingénieurs. Il y a un enjeu sur l'amont, on l'a vu dans l'enquête, l'importance de sensibiliser en amont, on l'a vu dans les vidéos également. Vous avez un travail alors si ce n'est d'évangéliser, ça vous semble important d'aller parler au collège, lycée, peut-être des métiers et des filières? Oui, je pense que ce qui a été dit était aussi intéressant. On était en train de discuter sur ces recettes-là, elles n'ont pas l'air si nouvelles. Pour autant, on n'y arrive pas, donc il faut quand même qu'on insiste. Je pense qu'effectivement, on parlait de la terminale, mais je crois que ça se joue bien avant et dès peut-être la primaire, pour parler des métiers, aller parler aux filles, leur montrer des exemples pour qu'elles prennent conscience que voilà, il n'y a pas de genre dans tous les métiers, quoi. Alors, une petite difficulté en amont que je découvre en échangeant avec vous, c'est que le monde bancaire est attractif. Dans le monde de l'informatique... Pour les hommes, vous avez vu avant. Ouais. C'est vrai, effectivement, le déséquilibre est criant, c'est plus facile dans le retail. Et alors, dans l'informatique, c'est pas non plus forcément très simple. On n'imagine pas l'informatique bancaire comme étant un secteur de pointe, alors qu'on utilise tous des outils qui ont beaucoup changé. Oui, c'est vrai qu'on voit l'informatique. Alors, la banque est pas. Alors, on a vu des chiffres qui intéressaient les hommes plus que les femmes, mais c'est vrai qu'on a du mal à recruter dans la banque. Ça a perdu un petit peu de son charme. Pour autant, quand on voit les enjeux, enfin l'impact sociétal qui compte, la banque aujourd'hui, ça compte dans cette transformation. Donc, je pense qu'on a un rôle majeur qu'il faut aller expliquer peut-être à nouveau, qui s'est perdu au fil du temps. Et dans l'informatique d'une banque, vous imaginez qu'on se dit, l'informatique d'une banque, on ne fait pas d'innovation. C'est pas terrible, ça doit être encore on parle de legacy, des vieux systèmes, voilà, de vieux systèmes obsolètes. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant ce qui s'est passé ces dernières années, puisqu'on nous a dit que les néobanques allaient nous tuer. Ouais. Elles ne nous ont pas tués. Au contraire, elles nous ont poussés. Elles nous ont fait développer du digital et du numérique à outrance. Et ça nous a permis, on est toujours là et fiers de l'être. Alors d'ailleurs, pour vendre le métier, le secteur, l'entreprise, on a vu l'importance de l'enjeu et du sens du métier. Parlez-nous du Coopératon en 2 mots, une opération que vous avez montée en partenariat avec une banque étrangère. Oui, il y a pas tout à fait éloigné de CGI. C'est ça. Il y a quelques années, on a travaillé avec le groupe Desjardins au Canadien et on avait effectivement créé le premier Coopératon à impact social en France. Pour une petite banque régionale, mais bien ancrée. Et c'est vrai qu'on avait eu 400 participants, des beaux projets qui étaient sortis. Et voilà, quoi. Donc, oui, dans une banque, même régionale, on fait des belles choses et il faut que les écoles et tout le monde le sache. On a parlé de l'importance des rôles modèles, du fait de mettre en avant des parcours. On est entre nous. Je pense qu'on peut parler du vôtre, qui est intéressant, Simone. Oui. Donc moi, je suis rentrée alternante à la BRED, donc voilà, donc jeune alternante à l'informatique, pas issue d'école d'ingénieur, mais de l'université, puisque j'ai fait une MIAGE. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un joli parcours et une progression sur les différents métiers jusqu'à DSI et aujourd'hui directrice générale adjointe. Donc c'est quand même une chance. Hein. Dans une banque, ça veut dire que les métiers de l'informatique, toutes ces fonctions support sont importantes et comptent. Et puis, on en avait parlé, et vous souhaitiez que je l'évoque aussi. Effectivement, j'ai fait ce parcours en étant aussi à temps partiel, puisque j'ai eu 2 enfants, 2 filles. Et donc, à 80% à 80% longtemps, très longtemps. C'est une chose qu'on ne dit pas. Hein. Et ça peut être, c'est souvent interprété comme étant un frein ou un choix de carrière où on dit, OK, tu veux privilégier, enfin gérer ta vie de famille, d'accord, mais tu as donc moins d'ambition. Pas du tout, on a autant d'ambition. Après, c'est une question effectivement d'organisation et il y a aussi l'équilibre vie personnelle qui vient aider. Mais voilà, quand on est dans une entreprise qui comprend et que j'avais sans doute la chance d'avoir des managers qui étaient déjà bien orientés sur ces sujets-là, il n'y a pas eu de difficulté. Au contraire, c'est même mon manager de l'époque qui m'a dit maintenant tu vas travailler à 100% parce que tu n'es payé que 90%. Alors que tu bosses plus que 100%, la création donc tout va de valeur bien. Oui, parce que les femmes, on a tendance à compenser. Hein. Ce 80%, on se dit, il faut qu'on le gère bien. Ouais. Alors ça, c'est une source d'optimisme et vous incarnez une belle histoire. Et pourtant, vous-même, vous rayonnez, vous essayez d'amener des femmes à des fonctions de management. Et ça ne marche pas à tous les coups. Non, c'est vrai que donc je reçois beaucoup de femmes comme d'hommes, d'ailleurs, qui viennent me voir pour des conseils.
Et l'anecdote que j'ai racontée, c'est qu'effectivement, dans le groupe RAID, on a aussi des informatiques plus petites. Donc, on en a une sur l'assurance vie. Et il fallait choisir le DSI. Et du coup, on s'était dit, forcément, on voulait que ce soit quelqu'un issu de la DSI du groupe principal, donc de ma direction. Et donc, j'ai été parler à 3 femmes que j'ai poussées pour aller passer les entretiens. Et les 3 ont refusé d'aller aux entretiens. Du coup, j'ai mis 4 hommes qui ont postulé et un qui a été sélectionné. Qu'est-ce qu'elles vous disaient? Vous les poussiez, vous les détectiez parce que vous pensiez qu'elles avaient le profil? Elles me disent, non, mais je suis bien dans ce que je fais. J'ai pas envie de plus, je suis bien. D'accord. Voilà. Et on peut avoir en toile de fond ce qu'on a vu dans l'enquête tout à l'heure, une espèce d'inhibition ou de sous-estimation de sa capacité à non formuler, peut-être. Peut-être. Et puis, c'est vrai que c'était un peu dommage. Ça m'a un peu étonnée parce que je me suis dit, pourtant, elles ont moi comme exemple. Elles savent que je suis là. C'est moi qui les pousse. Elles savaient que j'allais les accompagner en cas de besoin et d'être toujours présente. Et malgré tout, ça ne suffit pas. Donc oui, il y a ce rôle modèle. Pour autant, en tout cas sur cette anecdote-là, ça n'a pas trop porté ses fruits. On ne fait pas d'angélisme, on dit les choses telles qu'elles sont. Arnaud Demet, je me tourne vers vous. J'ai indiqué que vous étiez chez Capgemini. C'est quoi la situation d'ailleurs chez Capgemini, sachant que ESN, on est là dans le dur aussi en termes de profil et de... On est dans le dur, et c'est bien choisi. Merci, merci beaucoup de l'invitation déjà. Ravi d'être là aujourd'hui. Donc globalement dans le groupe, on est un petit peu en dessous de 40% de femmes, mais le groupe intègre d'autres dimensions que la tech, puisqu'on a aussi du conseil. Donc si on le prend sur les sujets tech, l'entité dont je m'occupe en France aujourd'hui, on est arrivé péniblement à 30%. C'est un chiffre dont je suis extrêmement fier, parce que quand j'ai récupéré cette entité qui fait à peu près 10 000 personnes, il y a 2 ans et demi, on était à 25%. Et ça a été un... Alors, je choisis le terme, qui est volontairement provocateur probablement, et ça a été un combat pour arriver jusque-là. Et donc, on fait feu de tout bois parce que les gens qui sortent, les personnes qui sortent des écoles d'ingénieurs, on en a beaucoup parlé, il n'y a pas beaucoup de femmes, aux alentours, on va dire, à 20% globalement. Donc, arriver à 30, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de multiplier les sources de recrutement. Alors, effectivement, l'alternance et les stagiaires, pour nous, c'est une source... qui nous permet vraiment de diversifier parce qu'on est capable d'expliquer le plus en amont possible, et puis parce que comme les personnes sont chez nous, on est aussi capable de les accompagner, de leur expliquer, et j'ai trouvé super dans l'étude d'avant cette crainte du premier métier, et on le voit beaucoup. On voit beaucoup de jeunes garçons qui arrivent tout feu tout flamme et des jeunes femmes qui arrivent beaucoup plus sur la réserve, et donc l'alternance, le stage, c'est un super moyen d'accompagner. La deuxième source qu'on utilise en supplément des écoles plus classiques, sachant qu'on ne prend pas que des écoles d'ingénieurs. Effectivement, on fait également Bac+5, quelles que soient les sources, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingénieurs. Ils les aiment bien aussi. On les aime bien aussi. Je rassure Romain. Bien sûr, bien sûr. La deuxième source, c'est la reconversion. On sait, donc on a un pilier diversité très important au sein du groupe, mais globalement... RSE au sens large, et donc on a un sujet d'inclusion auquel on prête beaucoup d'attention, et on a chaque année des centaines de personnes qui nous rejoignent via la reconversion, et là on se trouve aussi avec pas mal de jeunes femmes ou de femmes un petit peu plus âgées, mais qui viennent de métiers scientifiques, mais non IT, et ça c'est aussi un bon moyen de compenser une source. Et puis derrière, on travaille énormément avec les écoles, on fait beaucoup de... On est partenaire de 400 écoles qui nous permet de cibler et d'accompagner 500 ou 600 étudiantes par an. Alors, c'est pas assez, évidemment, mais c'est un début. Donc, toutes ces actions font qu'on arrive aujourd'hui à 30%. Et j'espère bien que si on se revoit dans 2 ans, je pourrais vous dire qu'on sera à 35. En tout cas, c'est la cible. Et je pense que dans la salle et autour de la table, on sait tous que chaque point gagné est un point difficile à gagner. Je vous confirme. Avec un enjeu quand même derrière, c'est qu'une fois qu'on a recruté des femmes, c'est de leur offrir une carrière, qu'elles fassent une carrière, si possible ascensionnelle, ou en tout cas qu'elles se développent dans l'organisation. Et en préparant avec vous, vous me disiez, on a un point d'inflexion qui est important, c'est la parentalité. Sujet qu'on évoquait dans le cas de Simone, ça n'a pas été un frein dans sa carrière. Qu'est-ce que vous observez dans vos équipes ? Alors, il n'y a pas de raison que ce soit un frein. En revanche, mentalement, pour beaucoup, ça peut l'être. Et donc on discute beaucoup sur ce sujet et sur l'après, pour avoir passé pas mal de temps à discuter avec certaines femmes de l'entreprise au moment de la maternité.
La crainte naturelle, hein, c'est de se dire, et vous l'évoquiez, comment on va gérer les deux après. Les deux se gèrent très bien. Les deux se gèrent très bien. Alors évidemment, ça demande probablement un peu d'organisation parce que malheureusement, on est encore dans une société où c'est quand même plus souvent les femmes que les hommes qui s'occupent des enfants de la maison. J'espère que ça change aussi au même rythme, mais enfin au même rythme, peut-être plus vite. Mais en tout cas, ça reste une vérité. Donc forcément, aujourd'hui, c'est une crainte. Donc on a mis en place énormément d'actions d'accompagnement de la parentalité. Moi, à titre personnel, j'ai pris la décision et je l'ai communiqué aux 10 000 personnes de l'entité. Une réunion avant 9h ou une réunion après 18h30 n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez pas y aller, vous avez le droit de ne pas y aller. Et c'est le manager ou la personne qui a posé cette réunion qui est en tort. J'ai également expliqué à l'ensemble des personnes avec qui je travaille que moi j'ai 2 enfants petits, j'en ai un grand mais j'en ai 2 petits aussi, et je les emmène à l'école 2 jours par semaine et que ces jours-là, je ne commence pas avant 9h. Donc voilà, donc on fait ce type d'accompagnement. On a monté un réseau qui s'appelle Women at Capgemini, qui est aussi une bonne manière d'expliquer tout ce qu'on peut faire, de laisser aux femmes l'opportunité de rencontrer d'autres femmes qui sont passées par maternité, parentalité et qui ont malgré tout développé une carrière. Et après, l'évangélisation, hein, il faut communiquer énormément. Et comme ça ne suffit pas, je suis naïf et optimiste, mais comme ça ne suffit pas, on fixe aussi des objectifs aux managers d'avoir par grade un certain niveau de femmes dans leurs effectifs. C'est-à-dire qu'à un moment, ça c'est comme les quotas, à un moment, il faut que ça devienne... alors c'est une étaie dont on espère un jour pouvoir se débarrasser. Je suis à titre personnel convaincu que c'est une malheureuse nécessité. Voilà. On ne fera pas changer les choses du jour au lendemain. Et le jour où on aura une masse critique et le jour où on sera arrivé dans des comportements qui sont devenus des comportements habituels, on pourra se défaire des quotas. Pour le moment, ça me paraît quelque chose de nécessaire. Et donc, voilà, on passe par là le temps que les mentalités changent. Un tout petit point lié. On évoquait l'importance d'aller parler en collège, lycée. Et vous m'aviez confié qu'en réalité, il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Vous êtes allé parler de votre métier très, très tôt. Très très tôt. Alors ça déjà, on encourage nos collaborateurs à le faire, hein, à aller parler le plus possible aux enfants, aux collégiens et aux enfants dans les classes. On le fait aussi avec les parents parce que l'étude d'avant l'a montré. Hein, le premier préjugé, le premier stéréotype qui confronte le fait qu'on se retrouve avec un pourcentage bien plus faible de femmes attirées, de jeunes filles attirées par la tech, c'est les parents. Donc on forme aussi nos propres... on passe le message, évidemment, les gens qui sont dans une ESN probablement ont plus d'appétence, mais ne se rendent pas compte qu'il faut qu'ils le disent autour d'eux. Oui. Et si chacun dans son cercle le fait, probablement c'est une bonne manière de diffuser l'info. Et oui, je suis allé effectivement dans la classe de CP de mon fils expliquer mon métier et expliquer pourquoi c'était important que, comme ils ont la chance d'être dans une école où il y a des ordinateurs, oui. C'était pour tout le monde. Des discussions assez intéressantes avec des petits garçons, des petites filles qui me disaient ça, l'ordinateur, c'est l'ordinateur de papa à la maison. Ouais. Ok. C'est pour les garçons. C'est pas que pour les garçons. Je pense, mon fils m'en a reparlé parce que je lui racontais que je venais parler aujourd'hui. Et donc il m'a dit hier, papa, j'ai toujours pas compris ton métier, c'est quoi à part les réunions? Bon, ça j'ai loupé mon coup. Mais en revanche, il a bien retenu. Après, avant 18h30 ou les réunions, pas. Mais il a bien retenu en revanche que c'était un métier pour tout le monde. Donc effectivement, je pense qu'il faut pas se brimer. Ouais. À tous les âges, on peut en parler. La terminale est probablement un point décisif, mais le travail, il se fait bien avant. Et je pense qu'au collège, il faut impérativement qu'on ait cette communication positive sur la tech pour les hommes et les femmes. Merci Arnaud. On continue notre tour d'horizon avec Anne Farah de Safran. Alors je rappelle que vous êtes la DRH de la filière SI de Safran. C'est quoi la situation aujourd'hui en termes de répartition par genre dans vos équipes ? Alors, de répartition, si on part plutôt global au niveau Safran, on est autour de 28-29%. Quand on redescend sur les métiers de la data et du digital, on est à 23%. Donc, on a quand même un très, très gros challenge, surtout quand vous voyez nos enjeux de recrutement. Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup évolué. En 2 ans, on a quasiment doublé nos effectifs sur la SI, le digital et la data. Et on a encore sur les métiers SI, donc les nouveaux métiers tels que DevOps, Cloud, Data Visualisation, tous ces métiers, on a au moins 200 postes encore à pourvoir cette année. Et rien que sur la data, on en a encore 150. Quand on analyse un peu le taux de recrutement, donc en 2023, au premier semestre, on a un taux de recrutement de femmes autour de 20%. L'année dernière, on était à 24%. Donc les calculs se font très rapidement. Aujourd'hui, on est à 23%, taux de recrutement de 20%.
avec, on va dire, des sorties d'école, des filières scientifiques, technologiques représentées par des femmes, autour de 30% max. Bon, bah, ça va être dur, ça va être très très dur. Les calculs sont très vite faits. Cependant, il y a quand même une petite note positive sur la répartition, parce qu'on quand même on a pas mal d'actions en place. Là où on peut être quand même assez fier, c'est qu'au niveau de nos directions des systèmes d'information, 41% sont des femmes. Malgré le taux de recrutement à la source, on va dire très faible. Donc ça veut dire que les efforts payent. On a un directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale qui est grand sponsor de la parité. 41%, c'est quand même une très belle représentation des femmes. Oui, puis on parlait de l'importance des rôles modèles, que les gens puissent s'incarner. C'est un facteur, mais on comprend combien la marche est importante quantitativement. Qu'est-ce qu'il y a comme action concrète mise en œuvre chez Safran aujourd'hui? Alors, on a un plan de féminisation qui se fonde sur 3 axes très clairement. Le premier axe, à un moment donné, quand vous voulez aborder ce sujet, il faut embarquer tout le monde. Donc, très clairement, on s'attaque à la culture, à l'acculturation, où on a une vraie volonté d'avoir une culture inclusive pour une mixité professionnelle. Donc là, forcément, on va mettre en place des formations au biais inconscient, on va lutter contre les discriminations, on va s'attaquer aux inégalités salariales. C'est très factuel. Je veux dire, à un moment donné, on a des données, il faut les analyser, il faut traiter. Le deuxième axe s'adresse très concrètement envers les femmes. Donc on va les accompagner dans leurs projets professionnels, on va les accompagner dans des programmes de leadership adaptés. On va aussi adresser, on va dire, leur profil dans des comités carrières dédiés. On va y travailler sur les plans de succession, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le temps de s'en occuper. On va aussi diversifier, encore une fois, le sourcing. Je veux dire, on recrute à l'externe, mais c'est ce que j'expliquais. On va travailler au travers des comités. Et le troisième axe, bien sûr, c'est de développer l'attractivité du groupe Safran auprès de ces femmes. Alors, la première action concrète qu'on a mis en place, ça paraît anodin, mais on a juste eu une écriture de nos offres et intitulés de postes beaucoup plus inclusive. C'est-à-dire que maintenant, nos intitulés sont à la fois masculins et féminins. C'est à la fois peu de choses, mais c'est peu de important de le mais faire. en même temps, ça veut dire qu'on s'adresse à tout le monde, et notamment les femmes. Voilà, ça c'est une action très très simple. On augmente aussi nos partenariats auprès des écoles, que ce soit primaire, collège, lycée, université, grande école. On est notamment partenaire des associations Elle Bouge, et c'est génial, donc des associations qui ont pour objectif de promouvoir les métiers de l'aéronautique auprès des jeunes femmes. Et sur le plan digital, on collabore notamment avec le réseau We Are the Future in Tech, qui est porté du coup par l'Observatoire NetExplo, qui a récemment organisé au salon Vivatech une rencontre entre 100 jeunes filles collège-lycée avec 100 femmes des entreprises partenaires du réseau pour leur faire découvrir ces métiers. Donc ce sont des petites actions, mais il faut le faire. Alors comment travaillez-vous avec les filières de formation initiale, puisqu'on le voit depuis le début, c'est aussi la raison sine qua non, enfin, ou c'est l'élément sine qua non si on veut progresser? Alors, travailler, j'ai envie de dire, le premier constat, c'est de se dire que malheureusement, les femmes ne sont pas suffisamment représentées dans ces filières de formation. Donc, on travaille avec les écoles, et c'est vrai que ce qu'on attend aujourd'hui d'elles, très clairement, c'est un partenariat, c'est-à-dire il faut aller sur le terrain, et on l'a expliqué, il ne faut pas attendre la terminale. Allons-y dès la primaire, allons séduire ces jeunes filles, allons leur donner envie, leur donner confiance aussi, elles ont droit, elles peuvent avoir accès à ces filières scientifiques et technologiques. C'est comment aussi proposer un parcours alliant à la fois théorie technique mais aussi pratique. C'est comment on crée cet environnement qui donne envie à ces femmes de venir faire ces parcours. Et puis, je vais juste mentionner quand même une petite chose. On n'en parle pas souvent de ce qu'on attend dans les filières. On parle beaucoup de technique. Le savoir-être va être quand même fondamental. On l'a dit dans l'enquête, et nos deux intervenantes l'ont très bien montré, l'importance des soft skills. Tout à fait. Là, on rentre dans une ère où les compétences vont évoluer non-stop. On s'en rend compte. Là, on est en train de faire une analyse de nos compétences. Et elles sont de plus en plus spécifiques, liées à l'entreprise, liées au processus, aux produits. C'est-à-dire que si on veut coller au mieux aux besoins de compétences, on va devoir puiser au sein même de nos ressources pour les accompagner, les développer dans des parcours. Donc j'ai envie de dire aux candidates qui sont curieuses, créatives, qui sont capables de se questionner,
de pouvoir s'adapter, de rentrer dans des parcours de formation interne, elles sont les bienvenues dans des filières digitales. Donc ça, c'est extrêmement important, cette capacité de s'adapter, d'apprendre, de continuer à apprendre, de travailler en collectif et de partager le savoir. C'est ça aussi qu'il faut inculquer. Merci Anne. Poursuite du tour d'horizon. Alors on retourne dans le monde des ESN avec Olivier Foy. On a entendu Caroline de Grandmaison parler de CGI. C'est quoi la situation en termes de parité aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, quand on regarde chez CGI, en France, on a à peu près 34% de femmes. Après, c'est assez variable d'un pays à un autre, hein, puisqu'on voit par exemple qu'au Maroc, on est plutôt à 45%. Donc c'est effectivement assez variable. Aujourd'hui, en fait, c'est quand même un travail de longue haleine. Alors bon, je ne vais pas dire un combat, mais c'est un travail de longue haleine et surtout qui est impulsé par la direction générale. Une impulsion assez forte. Ça fait un moment qu'on a intégré dans nos business plans par unité d'affaires un volet spécifique sur la parité, donc partout, dans tous les pays, dans toutes les unités d'affaires. On s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Alors on n'a pas été à se fixer des quotas pour l'instant, mais en tout cas, chaque unité d'affaires doit avoir une ambition par rapport à ça. Un plan d'action associé avec sur différents échelons. Enfin, on a en gros 3 catégories qu'on traite un petit peu comme ça. Et puis, ce qui nous permet aussi d'avancer, c'est qu'on a constitué un groupe de travail en France, un groupe de travail mixte, avec à la fois les différents métiers de l'entreprise, les différents échelons aussi dans l'entreprise, une parité aussi homme-femme. Et ce groupe de travail, finalement, durant toute l'année, il va instruire un certain nombre de sujets, faire des préconisations, gérer des événements, des actions, etc. Et je pense que ça nous aide énormément au quotidien pour pouvoir avancer. Ouais. Les liens avec la formation initiale, les écoles, et puis le fait d'aller témoigner également dans les lycées, les collèges, l'amour. Oui, ça fait effectivement partie des points. Alors, on a effectivement travaillé sur un peu la diversification de notre recrutement. À la fois, effectivement, je pense que sur les écoles, historiquement quand même, on avait cette culture de la diversité en allant finalement adresser des écoles du numérique, mais pas que, et des écoles d'ingénieurs en biologie ou d'université sur différents domaines. Des écoles de management aussi, oui. Et ça, c'est venu un peu plus tard. Je pense que derrière, aujourd'hui, dans un deuxième temps, on a adressé effectivement maintenant les écoles de management, les écoles de commerce également. Donc ça fait partie de notre plan un peu de diversification. Et puis, on a surtout essayé de travailler sur la partie diversité par l'inclusion. Donc je pense que ça a été un petit peu abordé également. On a créé notre propre école il y a maintenant un peu plus de 7 ans. Donc une école qu'on a voulu un peu de la deuxième chance, et on ne vient pas en concurrence d'une école quelconque. Et on a souhaité travailler avec Pôle emploi pour nous aider un peu à détecter des talents cachés, des personnes qui souhaitaient se reconvertir, aller vers le monde du numérique. Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos promotions, on cherche à avoir à peu près une parité avec 40% de femmes, mais également inclure des personnes en situation de handicap. Donc ça fait partie aussi de notre plan de diversification qu'on a pu aborder. Et puis forcément, je pense que notre principal enjeu, et on le voit, puisque c'est ressorti aussi au niveau de l'étude, c'est de travailler bien en amont, c'est-à-dire avant que les choix d'orientation se fassent. Donc pour ça, on a un certain nombre d'initiatives auprès des collèges, des lycées. On travaille par exemple avec FACE sur un programme qui s'appelle Wi-Fi pour accompagner des collégiennes qui s'intéressent au numérique. Donc ça fait partie effectivement des éléments qui sont aujourd'hui essentiels. J'ai envie de dire, et à la fois les élèves, mais on a également le corps enseignant, les conseils d'orientation. Je pense qu'on a un travail aussi à faire de ce côté-là. Et avant le confinement, on avait une initiative, on avait un partenariat avec le rectorat de Bordeaux, parce qu'ils étaient ils faisaient partie un peu des pilotes sur le sujet qui s'appelait Prof en entreprise. Finalement, on a reçu comme ça un certain nombre de professeurs, de responsables d'établissements, d'enseignants, pour vivre un peu avec nous. Là, c'est sur une durée de 3 jours. Alors, depuis le confinement, j'avoue que ça s'est un petit peu estompé, mais je pense que c'est typiquement le genre d'initiatives qui sont importantes pour que derrière on arrive à embarquer globalement à la fois effectivement le corps enseignant, les parents également. On a lancé un sujet qui s'appelle Daughter at Work. Donc on incite nos collaborateurs à faire venir leurs filles dans l'entreprise et on va partager avec elles un peu notre métier. Alors notre métier il est compliqué à expliquer.
Donc on parle bien souvent, on parle de cas d'usage. On va aller expliquer finalement ou ce qu'on fait dans nos stages de troisième. On leur dit finalement qu'est-ce que vous voudriez changer aujourd'hui dans la cantine, quoi. Alors bon, passer les premiers éléments qui sont bon, on change le cuistot assez vite. Derrière, on arrive sur des sujets. Finalement, j'aimerais bien pouvoir choisir mon menu. Puis si je choisis mon menu, ça évitera le gaspillage et ainsi de suite. Et on va dérouler comme ça un cas d'usage et aller jusqu'à la conception d'une application pendant cette période-là. Donc, à mon sens, on doit comme ça embrasser la globalité des sujets et de l'écosystème, en tout cas, si on veut être plus performant. Il y a un petit sujet qui vous inquiète, et on l'a évoqué avec différents interlocuteurs en préparant, c'est l'avenir de l'orientation des jeunes filles, avec la baisse, pour ne pas dire l'effondrement, et on en reparlera avec Romain aussi, du nombre de jeunes filles qui choisissent la spécialité maths au lycée, qui sera un problème demain et après-demain pour les recrutements. Oui, exactement. Donc c'est bien pour ça qu'effectivement, on doit de plus en plus intégrer, je pense, l'entreprise et créer ce pont entre l'entreprise et ce système éducatif, quoi. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Quand je parlais tout à l'heure de Pôle emploi, on a réussi à créer ce pont avec Pôle emploi, on a réussi à créer ce pont-là avec des sociétés dans l'emploi handicap. Il faut qu'on arrive à créer ce pont-là, mais beaucoup plus tôt, effectivement. Avec une difficulté, c'est l'effet de bord d'une réforme du bac dont on n'avait pas imaginé. On en reparlera avec Romain. Quelle est cette incidence qui est un problème pour les recrutements à venir des écoles d'ingé? On va en parler ensemble. Je me tourne d'abord vers Catherine Chilinski. Je rappelle que vous êtes DRH chez Amazon. Le sujet de la parité, c'est également un sujet, c'est même un sujet mondial, je pense, chez Amazon. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Effectivement, donc, la parité et l'inclusion, parce que je pense que c'est deux choses qui vont ensemble, qui marchent ensemble. C'est des enjeux très importants pour Amazon. C'est un enjeu de performance collective déjà pour l'entreprise, et c'est aussi un enjeu sociétal. Donc, si je reprends la performance collective, chez Amazon, on est convaincu qu'en fait, la performance collective, elle est drivée par l'innovation. Et l'innovation, elle vient de perspectives croisées, de regards différents qui créent la capacité à innover à partir du moment où les points de vue peuvent être exprimés de façon sereine et de façon safe, en fait, à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça se mesure aussi également quand on regarde par rapport à l'équité de rémunération et l'équité d'évolution professionnelle. Ça se mesure dans un index égalité professionnelle qui mesure les écarts de rémunération, les écarts d'augmentation quand on revient de congé maternité, on en a parlé, les écarts de promotion. Et donc, on a à l'heure actuelle 20 000 collaborateurs en France. On est quasiment à parité sur nos effectifs. Donc, ça veut dire qu'on emploie 10 000 femmes. Ouais. Et on est assez fiers d'avoir des index d'EGA-Pro, notamment dans les activités logistiques, qui sont de l'ordre de 99%. Donc, ça se traduit aussi en chiffres. Oui. Après, si je reviens sur l'aspect sociétal, parce que ça, c'est l'aspect performance collective, innovation et gestion de l'équité à l'intérieur de la société. Je pense qu'il y a un aspect sociétal, et on l'a tous mentionné, ça a été mentionné avant dans l'étude. Le constat qu'on fait, effectivement, vous l'avez fait, c'est qu'il manque de jeunes filles dans les filières scientifiques et dans les filières des sciences de l'ingénieur. Et ça, c'est un constat qu'on a fait dès 2020. Chez Amazon, et on a créé un programme spécifique qui s'appelle Amazon Future Engineer, qui est un programme philanthropique qui a pour but de sensibiliser les jeunes filles et les jeunes issus de milieux défavorisés au métier du numérique. Et en fait, il a 3 axes, ce programme. Le premier axe, effectivement, c'est de travailler avec des associations qui sont dans le milieu de l'éducation, parce que ça permet de massifier l'action. Donc, on va dans les écoles, on va dans les collèges, on va dans les lycées et on fait des ateliers de codage et on fait des témoignages métiers. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, témoigner des métiers du numérique, qu'est-ce que c'est? Quels sont les cas d'usage? Oui, vous pouvez le faire, c'est hyper important. Et on a sensibilisé à date 290 000 jeunes avec les associations. Le deuxième point, c'est un programme de mentorat et de bourse pour faciliter l'accès des jeunes filles à des filières scientifiques. Donc, on travaille avec Article 1 et la Fondation Ionis à distinguer certaines jeunes filles qui veulent entrer dans des carrières scientifiques, enfin des universités scientifiques, type EPITA, EPITech, et on a octroyé 90 bourses à l'heure actuelle.
dernier point, parce que c'est vraiment un programme complet, parce que finalement, c'est systémique. Si on veut qu'il y ait plus de jeunes filles à la fin dans les filières scientifiques, il faut être systémique et il faut massifier l'action. Donc systémique, il faut les pouvoirs publics, il faut les grandes écoles, il faut les entreprises, il faut les associations de jeunes étudiants. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Donc le dernier point, c'est qu'on a travaillé avec une entreprise à mission qui s'appelle Tralalaire, qui est spécialisée dans la gamification éducative, et on vient de développer un jeu 100% gratuit qui a pour vocation à aider les jeunes à commencer à coder en Python et en langage Blocky. Ouais. Donc voilà, disponible, ça se trouve, et plutôt que passer trop de temps sur les smartphones, c'est plutôt... Donc il y a de bonnes initiatives partagées. Voilà. Merci Catherine. Je continue, le temps passe extrêmement vite. Sophie Maillard, je rappelle que vous êtes à la tête d'une équipe de data scientists de l'Inspection générale des finances. Vous êtes vous-même administratrice de l'INSEE. Vous incarnez un peu les nouveaux métiers dont nous parlons. L'objet de la table ronde, c'est quoi, en termes de parité, ces métiers que vous observez dans vos équipes et sur le marché? Merci beaucoup de l'invitation. La situation, en tout cas dans mon équipe, je n'ose donner des pourcentages puisqu'on est une équipe minuscule comparée à tout ce dont on a parlé avant, mais effectivement, on est encore loin de la parité, avec des difficultés de deux ordres. Le premier, c'est des métiers de la data dans lesquels encore trop peu de femmes sont présentes. Et puis le contexte, donc vous l'avez dit, on appartient à l'Inspection générale des finances, oui. Une haute fonction publique qui également travaille et s'engage pour améliorer la parité. On a la chance, on a une chef de service que je vous invite à venir écouter plus tard aujourd'hui, une adjointe à la chef du service, une chef du pôle sciences des données, mais on a encore du travail, et le collectif junior qu'on appelle dans notre jargon la tournée, il est à 40%, mais voilà, encore des choses à faire en la matière. Donc on a des rôles modèles, on a des gens qui permettent de s'identifier à la tête, mais il faut massifier aussi le sourcing et l'appétence vers ces filières. Oui, tout à fait. Ça fait vraiment partie, c'est au cœur de la stratégie du service, d'aller parler au vivier, parler de nos métiers, déconstruire un peu les clichés sur ce que c'est que l'inspection. Déjà, rien que l'inspection, ça a l'air ça inquiète. Ça a l'air effrayant. Montrer des parcours de femmes qui s'y épanouissent, ouais. Qui trouvent leur compte. Je pense que la fonction publique a aussi beaucoup de choses à faire valoir dans la liberté qu'elle offre, la diversité des carrières, les possibilités d'aménagement. Un petit peu le sentiment à un moment qu'on participe d'un certain intérêt général. Voilà, là aussi, ça m'a fait plaisir de voir ça dans les envies, dans les désirs des jeunes femmes ingénieures, de servir l'intérêt public, évidemment, au cœur de ce qu'on fait à l'Inspection générale des finances, et de mettre, pour ce qui est du pôle sciences des données, mettre à profit des compétences techniques dans cet objectif. Et les rôles modèles, moi j'ai la chance j'ai une tante qui est une grande physicienne, alors je lui suis très redevable de m'avoir permis sans doute de m'imaginer faire des maths. Alors, si on compte sur le fait que toutes les petites filles ont une tante physicienne, on est mal embarqué. Mais voilà, je pense qu'effectivement, c'est ce à quoi on essaye aussi de participer à l'inspection. Cher Romain Soubeyran, on va terminer la table ronde ensemble. Depuis le début, on voit à quel point la formation initiale, les acteurs de la formation initiale ont un rôle clé pour permettre une plus grande parité grâce à ces nouveaux métiers. C'est quoi la situation de Centrale Supélec que vous dirigez aujourd'hui ? La situation, elle est contrastée selon le niveau dont on parle. On a un conseil d'administration paritaire présidé par une femme, Delphine Ernotte, qui était là ce matin, et j'avais milité pour qu'on ait cette composition paritaire. Ouais. Après, quand on arrive dans la population d'enseignants-chercheurs, on a une forte majorité masculine. Ouais. On doit être à moins de 30% de femmes enseignantes-chercheuses à Centrale Supélec. Ouais. Après, dans l'administration, on a une majorité de femmes, mais elles sont minoritaires dans les emplois de direction, même si je m'emploie à essayer de féminiser le CODIR, le comité de direction de Centrale Supélec. Voilà. Après, majorité de femmes dans les catégories B et forte majorité masculine dans les catégories C, dans les emplois peu qualifiés.
Et alors chez les élèves, puisque c'est vous qui formez aussi les jeunes qui iront irriguer ces secteurs de l'économie. Alors chez les élèves ingénieurs, on a en gros 20% de femmes, ce qu'on trouve totalement insatisfaisant. Bien 20% et à peu près 18% issus des classes prépa qui sont notre principal vivier de recrutement. Ouais. Donc ça, c'est insatisfaisant. Ça ne correspond ni à ce qu'on souhaite, ni à ce qu'attendent les entreprises qui sont les employeurs de nos jeunes diplômés. J'entendais Safran en particulier, on a un partenariat très fort avec Safran qui nous pousse au même titre que beaucoup d'entreprises. Mais nous-mêmes, on est très tributaires du vivier qui sort de prépa. Et en prépa, vous avez un vivier qui est complètement déséquilibré. Donc en fait, on a 3 axes d'action. Ouais. Le premier, je vais essayer de faire très court, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup et sur lequel on fait beaucoup d'efforts. Premier axe d'action, diversifier les filières de recrutement dans le cycle ingénieur. Et là, on a ouvert une filière, par exemple, en prépa agro, où là, vous avez entre 2 tiers et 70% de jeunes filles. On a ouvert une filière pour les sportifs et sportifs de haut niveau, et on constate qu'il y a beaucoup plus proportionnellement de sportifs qui font des sciences dures que la moyenne des jeunes femmes. Donc ça, c'est un premier axe, diversifier le recrutement les filières de recrutement. On a augmenté à l'université également. Deuxième axe, ouvrir des nouveaux diplômes qui soient plus en phase avec ce que peuvent attendre les jeunes femmes. Ouais. Et en particulier, alors là je n'entrerai pas dans les détails, mais on ouvre un bachelor à la rentrée, donc post-bac en 4 ans, bachelor international, donc là on va chercher des élèves, des étudiantes à l'étranger. Et sur ce bachelor, donc en 4 ans, 2 ans chez nous, 2 ans avec l'université McGill à Montréal, 42% de femmes dans la première promotion. Actuellement, on a 96 inscriptions qui sont confirmées. Là, on est à 42% à comparer à 20% dans le cycle ingénieur. Donc là, il y a un vivier prometteur. Un vivier voilà, qu'il faut aller drainer à l'étranger, à l'international. Donc c'est assez nouveau pour nous de faire du B2C vers les étudiants et les étudiantes internationaux. Mais c'est un potentiel de développement pour attirer plus de femmes en France dans des études d'ingénieurs. Et puis troisième axe, et ça a été dit un certain nombre de fois, c'est évidemment agir en amont. Alors agir en amont, ce n'est pas agir en terminale. En terminale, c'est définitivement trop tard, puisqu'en fait, les choix de spécialité se font dès la seconde. Et en fait, si on ne choisit pas des spécialités scientifiques en seconde, après, c'est trop tard. Donc, Là, il y a une source d'inquiétude là aujourd'hui sur les conséquences actuelles de la réforme du bac. Alors, il y a une sombre inquiétude parce que si on compare avant la réforme du bac et après la réforme du bac, la réforme du lycée, avant et après la réforme du lycée, sur un critère qui est le pourcentage d'élèves qui font plus de 8 heures de maths par semaine en terminale, le vivier de garçons est resté à peu près le même, le vivier de filles a baissé de 29%. Et donc, on s'attend effectivement dans les prochaines années à avoir un gros sujet, à ne pas aller dans le bon sens, à minima. Donc, raison de plus pour nous engager plutôt alors en seconde et même maintenant dès la 3e. Alors on fait pas mal de choses, mais on organise un camp d'été. Pour l'instant, on est limité à 150 élèves pour différentes raisons, mais on fait moitié filles, moitié garçons, qui viennent passer une semaine sur notre campus, on fait ça début juillet, qui viennent passer une semaine sur le campus, qui sont destinés aux élèves qui rentrent en première, qui ont un très bon dossier scientifique, et à qui on explique ce qu'est un métier d'ingénieur, parce que souvent c'est mal perçu, le sens que ça a. On fait visiter des labos, on montre ce que c'est que la vie sur un campus d'ingénieurs, et ça, on pense que ça peut aider à stimuler sur un nombre limité qu'on cherche à faire croître, mais c'est très compliqué parce que les réglementations sont lourdes. Mais au moins pour ces 150 élèves qu'on va accueillir début juillet, donc 75 filles, essayer de les encourager à aller vers les sciences dures et éventuellement vers l'ingénierie. Mais il faut voir que même dans les filières sciences dures hors ingénierie, on a un déficit qui est considérable. Je parlais de l'université tout à l'heure où on recrute 90 personnes à peu près qui viennent d'être admises dans notre cursus. On a 28% de filles. C'est moins mauvais que ce qui sort de prépa, mais c'est très très loin du compte. Bon, alors un enjeu crucial. Merci beaucoup. Je vous remercie de saluer et d'applaudir nos intervenants. Catherine Chilansky, Romain Soubeyran, Arnaud Demesse, Olivier Foy, Anne Farah, Simone d'Oliveira et Sophie Maya. Un grand merci à eux. Je vous laisse rejoindre la salle. N'hésitez pas à vous retourner vers eux pour pousser plus loin ces exemples. Et je te repasse la parole. Merci beaucoup, Fabien. Pour la suite de nos échanges, nous allons parler de l'importance du lien. Et pour ce faire, je vous demande d'accueillir Lucille Desjonquières, qui est présidente des Assises de la parité, qui est accompagnée pour parler de ce sujet d'Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, aujourd'hui dirigeante de l'entreprise Leia Partners et présidente de la fondation Femmes at Numérique. Bien, nous allons commencer.
Et j'avoue, enfin, je vais vous faire une confidence, je ne devais pas être là, je remplace in extremis et c'est un réel bonheur. Madame la ministre et mon amie Elisabeth Moreno, nous allons avoir ensemble un entretien. On va parler du lien, un sujet que tu portes avec brio. Alors, on n'a pas besoin de te présenter, tu es une femme d'affaires, une femme très engagée, tu as été ministre des droits des femmes. Il n'y a pas si longtemps, tu as quitté ton poste avec la volonté de continuer à aider les femmes. Alors, on va en parler. C'est quoi ce projet, Elisabeth? Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble, femmes et hommes. Je fais juste une parenthèse. En général, les femmes savent les difficultés qu'elles rencontrent sur les questions d'inégalité. Je pense que je serai pleinement heureuse quand je verrai une salle comme celle-ci, composée de moitié d'hommes et de moitié de femmes. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on commencera véritablement à faire bouger les choses sur ces sujets-là. Et puis, Lucie, évidemment, je ne peux pas ne pas te féliciter pour cet événement parce que je n'ai entendu que des superlatif extraordinaire sur tout ce qui s'est passé depuis ce matin, sur les personnes que tu as pu rencontrer. Catherine Ladouce du Haut Conseil à l'égalité me disait tout à l'heure que vous avez réussi à réunir un plateau de patrons de chaînes de télévision et nous savons toutes et tous combien les représentations sont importantes. Et quand on aura compris qu'on n'a pas besoin de mettre une fille en maillot de bain pour vendre des voitures, eh ben, on aura fait de grands progrès. Juste un mot, c'est un travail d'équipe. Évidemment. Les gens me félicitent, mais Évidemment. il y a l'agence EPOCA qui fait un travail extraordinaire, toutes les membres IWF, tous les prestataires. Donc, je suis un maillon d'une grande chaîne solidaire pour la parité. Et tu as raison, qui rassemble femmes et hommes. Absolument. Nous aurions aimé avoir 50%, on n'y est pas encore, mais ça va bien. Non, mais on avance. Je sens que ça progresse. Oui, ça oui, progresse oui, bien. oui. Alors, pour répondre à ta question, ce n'est plus au stade du projet. Il y a... Oui, pardon, c'est pas un bon terme. C'est plus un T'as projet. raison, ton C'est plus un projet. activité. Il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de janvier, j'ai commencé à recevoir des invitations pour le 8 mars. Vous le savez, il y a tellement de personnes qui se mobilisent sur la journée du 8 mars pour faire en sorte qu'on continue d'évangéliser, de prêcher la bonne parole, d'expliquer qu'on a beau avoir de la chance de vivre en France, dans un pays où les femmes et les hommes ont les mêmes droits, où sur le papier, tout a l'air parfait. Et j'aime beaucoup cette blague, je ne sais plus qui la disait, un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie tout va bien. Eh bien, en théorie, dans notre pays, les droits des femmes, tout va bien. Mais quand on regarde que tous les 3 jours, on a encore des féminicides, quand on voit qu'on a moins de 30% de femmes qui sont sur les questions, sur tous les sujets du numérique et 27% quand on parle de la tech, alors que c'est en train fondamentalement de changer le monde dans lequel on vit et les êtres humains que nous sommes. On ne communique plus de la même manière, on ne s'informe plus de la même manière. Bref, le numérique est en train fondamentalement de changer le monde et il n'y a que 30% des jeunes filles qui s'intéressent à ces filières. Quand on voit la manière dont, dans le monde professionnel, les femmes sont encore confrontées au plafond de verre, parfois même au plafond de béton, parce que le plafond de verre, au moins, vous voyez ce qu'il y a au-dessus, mais le plafond de béton, vous n'imaginez même pas les opportunités qui peuvent exister, eh ben, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je regardais les différents événements et je me suis dit... Einstein disait qu'il n'y a que les fous qui répètent les mêmes actions inlassablement en espérant des résultats différents. Et je crois qu'on a répété beaucoup d'actions qui ont montré leurs limites. Peggy Vicomte me disait que le credo finalement de Femmes at Numérique, c'est comment est-ce qu'on s'adapte à ce nouveau monde et en prenant des actions nouvelles. Et ben moi, je me suis dit, je veux m'adapter à ce nouveau monde en faisant des choses qui n'existent pas encore. Et la chance que j'ai, c'est que je connais autant de personnes issues des quartiers populaires, autant de personnes qui ont des difficultés pour s'élever. Elles ne manquent pas de talent, elles ne manquent pas d'ambition, elles ne manquent pas d'envie, elles manquent juste parfois de code et de réseau. Et je connais aussi beaucoup de femmes et d'hommes qui ont merveilleusement réussi, qui ont de l'expertise, qui ont du savoir, qui ont un réseau, qui ont des compétences et qui sont prêtes à les transmettre, mais qui ont simplement besoin d'un cadre pour le faire.
Et je me disais, mais ok, maintenant que j'ai ça, comment je fais pour combiner tout ça? Et puis un jour, je rentre de Lille dans le TGV, je lis cette magnifique étude de Harvard Business Review. Je ne sais pas si vous connaissez cette étude qui a été faite pendant 75 ans avec un panel de 600 personnes qui viennent de milieux extrêmement diversifiés, socio-économiquement vraiment très différents. Et pendant 75 ans, Harvard a interrogé ces personnes tous les ans pour leur demander ce qui les avait rendus heureux cette année-là. Et si vous n'étiez pas aussi nombreux, je prendrais le temps de vous poser la question de savoir ce qui vous a rendu heureux l'année dernière, ou alors de ce qui vous rend heureux aujourd'hui, en ce moment. Et on pourrait penser, dans ce monde de consommation et de production dans lequel nous vivons, on pourrait penser que ce qui nous rend heureux, c'est d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, pour partir en vacances. En vérité, non, pendant 75 ans, ces personnes ont répondu systématiquement, ce qui nous rend heureux, ce sont les liens que nous entretenons avec notre famille, avec nos amis, avec nos communautés, avec nos collègues, avec nos voisins, etc., etc. Et je me suis dit, mais c'est assez fabuleux quand même, parce que ce qui nous rend le plus heureux aujourd'hui est ce qu'il y a de plus fracturé, le lien. Et ce lien humain qui est éminemment précieux dans un moment aussi difficile que celui que nous vivons, où nous sommes confrontés à tellement de défis, eh bien, ce lien est distendu parce qu'à chaque période de crise, on a tendance à se replier sur soi et à chercher le responsable ailleurs. Eh bien, je me suis dit que si nous arrivions à le ressouder, à le retisser et à expliquer que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas une question de bataille des sexes, c'est pas une question d'exclusion ou de remplacement d'une domination par une autre. C'est un travail collectif qui peut être utile à toute la société. Et donc, nous avons créé cette association qui s'appelle 8 mars, la puissance du lien. Et on a vu dès le premier événement la puissance du lien. Il y avait des personnes qui venaient des zones rurales, des territoires ultramarins, des quartiers défavorisés, des personnes qui ne se déplaçaient pas dans ce genre d'événement parce qu'elles considéraient qu'elles n'y avaient pas leur place. Il y avait des personnes qui venaient de très, très grandes entreprises et qui disaient « mais moi, j'ai un savoir-faire, j'ai juste envie de le partager ». Et dès la première rencontre, on a formé 350 binômes, voire des trinômes. Donc vous initiez vous le présentiez. Exactement. Ouais. En fait, l'idée, c'est de demander aux entreprises soit de faire du mécénat de compétences, soit d'aller solliciter leurs collaborateurs et collaboratrices qui ont un savoir-faire, une expertise, et de la partager avec une jeune femme qui rentre dans le monde de l'entreprise ou qui a un projet de création d'entreprise ou qui est en reconversion. Donc, il n'y a pas de limite d'âge parce que, quel que soit notre âge, on a tous besoin à un moment donné d'un coup de pouce. Et c'est simplement, moi, j'ai voulu être modeste parce que je sais combien les personnes que nous sollicitons sont occupées et je leur ai demandé de donner 6 heures de leur temps pour mentorer ou marrainer, parrainer une personne qui a besoin de leur accompagnement, de leur ouvrir leur carnet d'adresses, de répondre au téléphone, vous savez, dans ces moments où on est désespérément seul. Et depuis le mois de mars, donc ça fait, donc on est en juin, c'est ça, donc ça fait 4 mois maintenant, eh bien, non seulement on voit des choses extraordinaires se passer, on voit des personnes qui n'auraient jamais eu la chance de se rencontrer, créer des liens extraordinaires. Oui, parce que les 6 heures, il y a un attachement qui se crée et les 6 heures, Continue. Évidemment, continuent. Mais je ne voulais pas faire peur au début. J'espérais bien que ça irait beaucoup plus loin, mais je ne voulais pas forcer. Je voulais simplement qu'il y ait une impulsion et que les choses se fassent par la suite, et c'est exactement ce qui s'est passé. Formidable, formidable. Alors, Elisabeth, je crois savoir qu'il y a un lien avec l'UNESCO aussi. Oui. Eh bien, effectivement, le 8 juin dernier, juste 3 mois après le premier événement, nous avons réuni 400 personnes à l'UNESCO. Et cette fois-ci, nous avons donné la parole aux entreprises et aux associations qui œuvrent de manière concrète et pratique pour faire avancer cette question. Parce que nous toutes et tous ici, dans cette salle, nous entendons depuis tellement longtemps
dire les mêmes choses, faire les mêmes constats. Il n'y a que 2% des fonds d'investissement qui vont vers les entreprises créées par les femmes. Il y a encore des professeurs qui disent à des jeunes femmes que certains métiers ne sont pas faits pour elles. Il y a encore des parents qui ont des biais et qui continuent de dire à leurs jeunes filles « mais non, telles études, c'est pas fait pour toi ». Et donc, véritablement, on s'est dit qu'il y avait des entreprises et des associations qui faisaient des choses extraordinaires et qui apportent du résultat concret, pragmatique, et on les a donc invités à venir partager ces exemples-là. Et vous ne pouvez pas imaginer, finalement, ce n'est pas tant les entreprises, ce sont les personnes qui s'engagent qui est quelque chose de fabuleux. Quand vous avez un chef d'entreprise qui vous dit, pendant la Covid, mes investisseurs m'ont mis la pression pour que je les licencie, et j'ai résisté et je leur ai dit que j'étais prêt à aller chercher d'autres investisseurs s'ils ne comprenaient pas que les personnes que je vais licencier aujourd'hui, je vais en avoir besoin demain. Quand vous entendez ce genre de choses, quand vous voyez Engie qui met sur je ne sais combien, 8 millions de factures, je crois, les informations pour lutter contre les violences faites aux femmes, le 3919 et tous les quelques dispositifs simples pour que les femmes aient accès à ces informations de manière rapide et accessible. Quand vous voyez des associations comme Mosaïque RH, des associations comme Diversity Days, comme... oh là là. Alors celui-là, je pense que vous ne le connaissez pas, mais c'est Wanted. Ils font un travail fabuleux qu'ils appellent le café suspendu. Ils ont un café à Paris. Quand vous allez prendre un café chez eux ou quand vous allez déjeuner chez eux, vous payez un tout petit peu plus cher pour que quelqu'un qui n'a pas les moyens de prendre un café puisse prendre ce café. Vous imaginez si on faisait des tickets suspendus, si on faisait des assurances suspendues. En fait, pour moi, le lien, c'est ça, c'est la solidarité. Et aujourd'hui, les entreprises l'ont compris et elles s'engagent de plus en plus. Et vous le disiez tout à l'heure, personne ne réussit seul. Et je crois que pour lutter contre ces inégalités et ces discriminations, il faut travailler ensemble. Et je crois profondément à un triptyque vertueux. L'État doit donner le ton, les entreprises doivent s'en saisir et les associations sur le terrain vont à la rencontre de ceux et celles qui doutent pour faire en sorte que tout cela fonctionne. Et c'est comme ça que la solidarité et l'entraide peuvent apporter les fruits que nous espérons. Et avec un chef d'orchestre comme toi, ça va marcher, c'est certain. Merci. Est-ce qu'on peut parler quand même de l'avenir, des ambitions? Bien sûr. Alors, j'ai été la semaine dernière... vous entendez, c'est désagréable. Hein? Ça grince. Mon Dieu, que c'est désagréable. Alors, j'adore sa spontanéité. Non, mais ça doit pas être agréable pour vous et ça ne l'est pas pour moi. Voilà. Donc, la semaine dernière, j'ai eu la chance, parce que je trouve que c'est une véritable chance, d'être nommée présidente de la Fondation Femmes Numérique. Et c'est une grande joie pour moi de travailler avec Henri Dagrin, qui était le président pendant je ne sais combien d'années, peut-être 5 ou 6 années, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, et avec Peggy Vicomte qui dirige l'association Femmes Numérique. Vous savez, celui ou celle qui n'a pas compris que le numérique est en train fondamentalement de changer le monde. Littéralement, l'intelligence artificielle est en train de façonner le monde d'une manière exponentielle et pour le meilleur et pour le pire. Si nous acceptons de créer des produits et des outils, parce que le numérique, ce sont des produits et des services qui sont fabriqués par les hommes, pour les hommes, avec un grand H. Mais la vérité, c'est que ce sont des hommes tout court. Quand vous voyez qu'on a aujourd'hui, en 2023, moins de 30% des femmes qui sont dans ce secteur du numérique et 27% quand on parle de la tech, alors que ce sont les secteurs les plus dynamiques, ce sont les secteurs qui créent le plus d'emplois, ce sont les secteurs que vous retrouvez dans la santé, que vous retrouvez dans l'éducation, que vous retrouvez dans l'agriculture, que vous retrouvez dans toutes les sphères de nos vies. Se dire qu'il n'y a que 30% de femmes qui y contribuent, eh bien, c'est se dire que nous sommes en train de dessiner un monde à 70% d'hommes et laborieusement 30% de femmes. Dans les années 80, il y avait quasiment une parité. Aujourd'hui,
c'est en train de s'effondrer de manière vraiment extrêmement inquiétante. Donc, moi, je crois qu'il est essentiel que les parents comprennent l'intérêt pour leurs enfants d'aller dans ces secteurs. C'est important que les entreprises, au-delà des intentions et des incantations que j'entends tellement, qu'elles se disent que non seulement les femmes sont un puissant vivier de potentiel non exploité, et que ça devient une question de compétence et de performance et d'efficacité. Donc c'est bien que les entreprises disent qu'elles sont volontaires, hein, mais moi j'ai travaillé 20 ans dans le monde de la tech, ce que j'entends aujourd'hui et quand je regarde les chiffres, mais c'est une catastrophe. Pourtant les entreprises aiment les chiffres, elles ont des KPI, elles ont les moyens de suivre la progression sur certaines thématiques. Donc je pense qu'il est vraiment temps d'abandonner ce qui ne fonctionne pas, vraiment, d'abandonner ce qui ne fonctionne pas, d'améliorer ce qui a besoin de l'être, et puis de s'adapter à ce nouvel environnement. Par exemple, se dire que ce n'est pas normal que 80% des opportunités dans le monde du numérique se passent à Paris, en région parisienne. On a des territoires ultramarins, on a des zones rurales, et tout le monde a besoin de se saisir de ces outils du numérique, et je suis ravie de prendre ce combat en plus des autres. Mais je dirais que ce n'est pas de la chance. Tu as commencé en disant j'ai la chance, c'est le talent, Elisabeth. Mais oui, mais voilà, là, tu fais ta femme. Elisabeth. Et je saisis ce moment où j'ai la parole pour dire que les femmes qui sont dans le digital et qui s'épanouissent dans le numérique deviennent des rôles modèles et fassent des appels. Il faut absolument qu'elles se médiatisent, qu'elles lancent des vidéos sur les réseaux sociaux et qu'elles expliquent aux jeunes filles à quel point leur métier est intéressant. Elles ont un rôle très important à jouer là. Et tu as complètement raison, mais au-delà des rôles modèles, parce qu'on en voit de plus en plus, et ça c'est merveilleux, et je pense que c'est un sujet dont on va aussi se saisir, mais au-delà de ça, il faut que les jeunes filles, dès le collège, puissent faire des stages dans des entreprises où elles puissent découvrir ces métiers. Parce qu'on a l'impression que quand on parle de numérique, c'est pour les geeks. En fait, il y a longtemps que les geeks ont laissé de l'espace à d'autres choses. Et comme les filles, les femmes en général, cherchent des métiers de sens, il faut que chacune et chacun comprenne qu'avec le numérique, on peut sauver des vies. Le cyberharcèlement, c'est un drame absolu. C'est un drame absolu. Les filles le subissent plus que les garçons. Eh bien, c'est important qu'elles comprennent qu'en étant dans le numérique, elles peuvent dessiner ce monde que nous espérons demain. Donc, on va mettre beaucoup de courage à ça. S'il y a des dirigeantes et dirigeants d'entreprise dans la salle, voilà, vous pouvez proposer des stages aux jeunes, ça serait formidable. On va travailler là-dessus. Voilà. Merci, Elisabeth. Ah, ben, ça passe vite. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.